On repart. Alors, je voulais, c'est juste, c'est tout à fait en ligne avec ce qu'on dit. Un tweet de Yann Lequin, donc tout le monde connaît maintenant Yann Lequin, au cœur de, je ne sais pas s'il l'est encore d'ailleurs aujourd'hui, il est peut-être plus ambassadeur de la recherche scientifique ou de la recherche IA de Meta que véritablement opérationnel. Et donc, il avait fait une petite parabole qui fait furieusement penser à d'autres paraboles qui ont été écrites dans l'histoire autour de l'innovation. Donc, un ingénieur qui dit « J'ai inventé un nouveau truc génial, c'est le stylo à billes ». La sphère Twitter qui dit « Mon Dieu, les gens vont pouvoir écrire des choses horribles avec ça, de la désinformation, de la propagande, des discours de haine, il faut absolument le bannir ». Les conspirationnistes, enfin non, comment c'est quoi, les doomers, les apocalyptiques, les apocalyptiques qui disent « Imaginez, si tout le monde a un stylo à billes, ça va détruire la société, il devrait y avoir une loi contre l'utilisation des stylos à billes ». Et évidemment, et ça, il faut jamais l'oublier, l'industrie du crayon à papier, qui dit oui, les stylos à billes sont très dangereux. Contrairement au crayon à papier, on ne peut pas effacer ce qui est écrit. Ce qui est écrit avec un stylo à billes restera pour l'éternité. Le gouvernement devrait demander un droit, devrait réguler l'utilisation des stylos à billes. C'est magnifique, hein? Ouais, c'est magnifique. Tiens, pendant que j'y suis avec Yann Lequin, juste un truc, parce que ça aussi c'est un truc que je garde depuis un moment. Ce n'est pas parce qu'une machine sera super intelligente qu'elle voudra automatiquement dominer l'humanité. Dans l'espèce humaine, les plus intelligents ne sont pas forcément ceux qui veulent devenir chefs et tuer tous les autres. C'est même souvent le contraire. Il parle de lui-même. Non, mais je trouve que c'est frappé au coin du bon sens, comme quoi. Bon, voilà. Europe sanctionne, régule, parce qu'il écrit ça, effectivement, quand il voit monter la régulation massive. Et je pense qu'il a aussi un agacement par rapport aux gens qui connaissent rien et il y a quand même tout le monde est devenu torrent de bêtises humaines aussi. C'est-à-dire que face à l'intelligence des machines, on voit aussi apparaître les bêtises humaines. Donc je pense que c'est ce qui l'agace. Et ceux qui instrumentalisent aussi les débats à l'intérieur du secteur de la tech pour essayer de rattraper leur retard. Enfin, donc tout ça est, je dirais, presque anecdotique par rapport au moment qu'on est en train de vivre. Oui, parce que le truc qui quand même aide pas... pourquoi c'est une des magazines spécialisés, c'est que tu as quand même un certain nombre de gars, à commencer par Elon Musk, qui disent « Mon Dieu, faut arrêter tout ça, machin, etc. » et tout. On a quand même eu 2 appels très apocalyptiques, justement, autour de ce sujet. Oui, les fameux prophètes de malheur. Enfin là, c'était. Donc c'est quoi? C'est les gars qui sont en retard et qui... évidemment Elon Musk qui est en retard, qui veut pas louper le coup. D'ailleurs, il est en Chine là hier. Il rencontre le ministre des Affaires étrangères, célèbre. Il est rentré de Chine, non? Il était là hier ou avant-hier, et célèbre la réglementation extrêmement avisée des autorités chinoises. Un mot là-dessus, parce sur que l'IA. Ça va vous faire sourire. Parce que c'est quelque chose d'important. Les avions qui décollent et qui donnent des urgences AFP, l'agence France Presse a plusieurs catégories d'informations. Il y a les bulletins, donc les trucs sur 2 lignes, les urgents qui sont un peu moins forts sur 3-4 lignes. Tu as le pape, dont l'avion décolle, ça va être un urgent. Le président des États-Unis, l'avion décolle, ça va être un urgent. Elon Musk, l'avion décolle de Chine, c'est un urgent. C'est parce que maintenant, il n'y a plus le tracker de son jet. Il n'y a plus le tracker de son jet, il y a l'AFP qui fait le boulot. Et bientôt, il va y avoir... Non, mais ça donne quand même Et bientôt, il va y avoir l'urgence sur Sam Altman, qui est le patron de OpenAI, qui commence à devenir... Ouais, mais tu vois, Bernard Arnault qui va en Chine, on dit aussi... c'est mais c'est pas un urgent AFP. Ah bon, je n'ai pas accès à ça. Mais en tout cas, c'est pour ça, c'est très spécifique. Ça a été mis en avant aussi. Il y allait. Donc, et où Jamie Dimon, tu vois. Donc ça veut dire qu'il y a quand même aussi. Jamie Dimon, alors moins connu, qui est le premier banquier du monde, qui a des velléités de devenir président des États-Unis. Et il a démenti. Non, comment ça, il a démenti? Hier, il y a eu un démenti en disant que finalement il n'irait pas. Ouais. Parce qu'il avait fait des déclarations très claires sur l'idée qu'il pouvait battre Trump. Il n'excluait rien, disons. Mais... Il n'excluait rien et surtout qu'il était sûr de battre Trump. Bon, d'accord, je referme la parenthèse. Non, c'était une... Pardon, juste une petite incise. C'était une très belle fin de séquence sur l'économie financiarisée. Qu'à la fin, ce soit le plus grand banquier du monde qui devienne le président de la première puissance mondiale, ça permettait de refermer une parenthèse, de tourner la page et d'écrire la nouvelle grammaire de la mondialisation, plus autour de la finance, mais bien autour de l'industrie. JP Morgan est une boîte de tech, c'est pas une boîte de... C'est une banque, c'est une banque. Oui, donc, l'Europe qui sanctionne et qui régule.
il y a deux mots, lucidité et lucidité. L'Europe a donné 23 milliards d'amendes depuis 15 ans. Elle n'en a encaissé que 3 milliards. Ah oui, 3 milliards, c'est 1% en 15 ans des profits sur une année des 5 géants de la tech. Donc aujourd'hui, les gens qui disent l'Europe est efficace, non. Je le regrette, mais c'est faux. Donc l'amende record là, dont on a parlé énormément contre Meta... Mais il va y avoir 10 recours. Deuxième chose, c'est comme Bastia et son allégorie sur interdire le soleil. C'est pas possible. Donc c'était les fabricants de chandelles qui demandaient l'interdiction du soleil. Voilà, les lucarnes, les fenêtres, il faut tout fermer. Non, la seule manière dont l'Europe va pouvoir avoir un impact, c'est si elle développe cette IA frugale. Et c'est un boulevard pour elle. Parce qu'à nouveau, OpenAI, donc ChatGPT, a dépensé 500 millions dans les 6 derniers mois, dont 80% de coûts énergétiques. C'est une estimation, les 80%. Donc vraiment, l'énergie aujourd'hui va devenir un angle... donc il y a un boulevard en plus sur l'innovation. Troisième chose, on parle beaucoup aujourd'hui des données personnelles en Europe, et c'est pour ça que Meta a été condamné, mais il y a un énorme angle mort, c'est les données des entreprises. Aujourd'hui, on se concentre... C'est comme avec la politique de la concurrence, qui est restée dans un autre siècle. On se concentre sur un consommateur européen totalement théorique et on oublie qu'aujourd'hui, les vrais enjeux de piratage, de données, c'est sur les données des entreprises. Non, mais attends, ils ne sont pas couverts. Non, mais la différence, c'est que les entreprises, elles ont les moyens de se défendre. Et, enfin, tu le sais aussi bien que moi, André, elles en sont parfaitement conscientes, de l'ensemble de ces sujets. Alors vraiment. Mais aujourd'hui, elles ne sont pas du tout en capacité de se défendre, puisqu'elles ont besoin d'utiliser ces outils pour rester compétitifs. Quand un Renault utilise Google, je ne suis pas sûr que c'est parce que Renault est extrêmement fan de Google, mais c'est le seul prestataire ou un des rares prestataires qui peut lui proposer un cloud sur l'ensemble de ces usines dans le monde, ce que ne peut pas faire aujourd'hui les prestataires européens. Donc voilà, donc, je crois qu'aujourd'hui on a un vrai enjeu qui est, la lucidité, la rapidité. Quand j'entends certains à Bruxelles dire « la démocratie est forcément lente », je pense que dans ce cas, c'est vraiment eux qui sont en train de mettre la dernière vis ou le dernier clou dans le cercueil de la démocratie. Non, la démocratie a besoin de se réinventer pour être effectivement beaucoup plus dans l'expérimentation. Je voyais hier, en plus c'est une amie, une ancienne parlementaire européenne qui dans le FT faisait une page entière en disant « il ne faut surtout pas laisser les dirigeants avoir de l'impact sur la réglementation ». C'est comme ça qu'on a des parlementaires... Les dirigeants de quels dirigeants d'entreprise. D'accord. Et en disant il faut absolument que ça reste le domaine réservé des parlementaires. Mais aujourd'hui, que ça soit à Washington, à Bruxelles, à Paris ou à Berlin, la plupart des parlementaires sont, et j'ai énormément de respect pour la représentation nationale, sont totalement dépassés. Ils nous le disent, ils sont extrêmement... ils viennent nous voir en nous disant donnez-nous des billes. Donc il faut absolument réinventer la manière dont on fait la loi en impliquant beaucoup plus les parties prenantes. Sinon, on sera toujours en retard d'une guerre. Mais toi, tu dois leur donner des billes. Il faut leur donner des billes. C'est ce qu'on fait tous les jours. On a aujourd'hui un des plus forts creusés d'anticipation technologique sur énormément de domaines, que ce soit des matériaux critiques, à l'IA, en passant par la fusion nucléaire. Et on se rend compte aujourd'hui que les offices parlementaires, par exemple, d'évaluation des choix technologiques, ne font pas leur boulot, ou ils n'en ont pas les moyens. Je rappelle, il y a un ou un demi-conseiller scientifique et technologique très très bon, mais un seul auprès du président de la République. Il y a 120 PhD auprès de Joe Biden. L'Office de sciences et technologies à la Maison-Blanche, dans le fameux West Wing, c'est 120 docteurs. 120. Et c'est pas un hasard que les réglementations sont aujourd'hui beaucoup plus ancrées sur ce qui va se faire demain. Et qui a besoin aujourd'hui de rattraper? C'est pas les Américains qui sont devant, c'est les Européens qui ont besoin d'anticiper ce coup d'après. Mathieu? Oui. Non, moi je pense que maintenant aujourd'hui il y a des questions qui sont posées à l'ensemble de ces groupes de tech, qui est est-ce que oui ou non on déploie en Europe quand on veut lancer un nouveau produit? Alors juste, parce que c'est grâce à toi d'ailleurs que j'ai que j'ai connu Max Schrems. Je voulais juste montrer sa photo parce que c'est quand même un gars qui est très 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 important en fait. Donc on va voir la photo de ce jeune homme parce que c'est un jeune homme activiste autrichien. Et sa première plainte, elle avait été déposée contre une entreprise autrichienne de vidéosurveillance en 2011. J'ai appris ça, voilà. On voit ce jeune homme-là. Et donc, c'est lui, en fait, pour boucler la boucle, qui vaut à Facebook cette amende record que lui a imposée la CNIL irlandaise. La CNIL irlandaise, parce qu'en gros, ce qu'il dit, c'est...
ce que prévoit la législation européenne, c'est que les GAFA ne peuvent pas rapatrier les données des Européens aux États-Unis pour les traiter, quitte à les renvoyer ensuite, qu'elles doivent rester en Europe. Visiblement, c'est très très compliqué pour eux de faire ça. Et donc, effectivement, pourquoi est-ce que, là je te laisse la parole, Facebook agite cette menace de quitter l'Europe si jamais les choses devaient se développer. C'est plus subtil que ça. Alors vas-y. Il y a la base déjà installée, qui est déjà déployée aujourd'hui. Donc sur celle-là, il y a quand même très peu de chances qu'elle soit arrêtée en réalité. En revanche, à chaque fois qu'on réfléchit à une nouvelle plateforme, une nouvelle technologie, des nouvelles fonctionnalités parfois sur les plateformes existantes, il y a la question qui est posée de est-ce que oui ou non on déploie sur l'Europe par rapport au risque d'amende. De régulation. Oui, parce qu'en fait, ils prennent les choses quand même vraiment au sérieux parce que ça crée quand même des risques réputationnels. Et donc, très concrètement, par exemple, sur la plateforme P92, qui est le nouveau projet de Meta pour concurrencer Twitter, il y a des questions qui sont posées. Est-ce que oui ou non on le déploie en Europe ? De la même façon, sur les casques de réalité virtuelle, la question est posée à chaque fois. Dès qu'il y a une nouvelle génération, maintenant la question c'est est-ce que oui ou non on déploie en Europe. Donc c'est-à-dire que là où aujourd'hui on avait quand même déjà du mal à produire nos propres technologies. Non, parce qu'ils peuvent. On est 480 millions de consommateurs riches. Alors ils peuvent le faire, mais avec une temporalité différente. D'ailleurs, par exemple sur les paiements sur WhatsApp, je noterais que c'est déployé dans un certain nombre de pays et c'est toujours pas déployé chez nous. Oui, mais ça c'est à cause de nos banquiers, ça. C'est à cause d'une réglementation qui est trop contraignante de leur point de vue, et donc ils ont décidé de, pour l'instant, suspendre ce déploiement. Mais ce que je veux juste dire, alors après, tu peux considérer que c'est anecdotique et que c'est pas très grave, on peut survivre sans le paiement comme ça, mais en réalité, il y a des gains de productivité énormes liés au déploiement des nouvelles générations. On a Lydia, nous. Voilà, mais donc, en tout cas, il y a cette question, et la question, elle est posée aussi sur les nouvelles générations d'OGM. La question, elle est posée sur les vaccins. Et en fait, donc, ce qui peut apparaître, un peu, je dirais, anecdotique au sens où, bon, finalement, s'il y a des fonctionnalités en moins sur Instagram, on s'en sortira quand même. Mais ceci devient problématique parce que maintenant, ça se pose au moment où on décide de construire un produit. Et en fait, ils ne se rendent pas compte. Mais voilà. Et à un moment donné, le Graal du régulateur ou du commissaire européen, c'est de dire je vais les interdire. C'est-à-dire comme si c'était un acte d'autorité. Mais je veux dire, aujourd'hui, vas-y, interdis TikTok. Il y a quand même des consommateurs, pour le coup, qui utilisent ces produits-là. Alors c'est intéressant parce que c'est... économiste... qui, comme tous les économistes, s'est gouré parfois lourdement, Kenneth Rogoff, qui a écrit un petit papier que j'ai trouvé très intéressant, justement sur TikTok. Il allait exactement dans ton sens. C'est-à-dire que, visiblement, tu as donc le patron de TikTok aux États-Unis qui a passé un mauvais moment, audition contre le Congrès. Les gars voulaient l'interdire. Et derrière, tu peux pas, parce que tu as combien 100 millions d'utilisateurs aux États-Unis qui en plus sont a priori des électeurs démocrates, plutôt jeunes, et que donc jamais ils arriveront à l'interdire. Ouais, elle était un petit peu piégée quand même. Bien sûr, oui, mais parce qu'en fait, il faut quand même rendre compte rendre des comptes quand même à un moment donné à des gens. Pareil, si on interdit l'utilisation de molécules pour se soigner, et à un moment donné, il y a des gens qui disent non mais attendez, il faudrait peut-être quand même qu'on puisse se soigner. Ouais. Donc il y a à un moment donné la voix des consommateurs, elle devra être entendue. Donc c'est vrai qu'il y a une forme de négociation derrière tout ça. Et même Elon Musk, finalement, il a décidé de désadhérer à la charte qui n'a pas beaucoup de valeur. Mais de fait, il prend à témoin sa base d'utilisateurs qui est ici et il dit qu'ils y aillent, qu'ils m'interdisent. Il a décidé donc il n'est plus lié par le code européen de bonne pratique contre la désinformation en ligne, mais en même temps, c'est un code volontaire, hein, c'est pas le Digital Services Act. À ce stade. Voilà, à ce stade. Et le dernier point que je voudrais évoquer, c'est quand même que, en plus, alors nous, en France, on a une spécificité, c'est que dès qu'on a un règlement européen qui ne nécessite pas de loi pour transcrire dans notre patrimoine juridique, il y a le ministre qui veut absolument en faire une. Et comme il ne peut pas mettre exactement le copier-coller du règlement, parce que sinon, ça n'a quand même pas beaucoup de sens, il va rajouter des petits chapitres qui créent à nouveau une contrainte complémentaire. Tout ça pour rester au prochain remaniement ministériel. Donc c'est quand même un peu inquiétant en soi. Donc la réglementation, ça a quand même des conséquences. C'est ça que je voulais juste évoquer. Mais bien sûr.
Non, mais c'est très intéressant. Je voudrais renforcer 2 points. Un, le sujet du développement des produits. Au-delà même du consommateur, on parlait tout à l'heure des talents. L'endroit où se conçoit les produits est souvent le creuset de l'innovation. On rappelle toujours le fait que quand Google a racheté DeepMind, qui est cette fameuse société anglaise qui a développé ce jeu, qui a battu le champion du monde en Go et qui maintenant fait des prédictions météorologiques, qui fait du pliage de protéines ou du développement extrêmement accéléré de nouvelles molécules, il y avait à peu près quelques centaines de chercheurs, à peine, mais on dit qu'à peu près un tiers des meilleurs étaient concentrés là-dessus. Donc en fait, quand ces points-là vont tous passer en dehors de l'Europe, eh bien en fait l'attraction, les meilleurs vont attirer les meilleurs, on va avoir un effet sur l'innovation qui va être très difficile de mesurer tout de suite, mais qui va être majeur. Ça c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est comment est-ce que on est sûr que dans le monde de demain, on parle beaucoup d'IA. Je rappelle que la réglementation sur les OGM, elle date de 99. Donc on a aujourd'hui une réglementation en Europe sur tout ce qui est en fait le cœur de l'agriculture probablement de demain, qui est basée sur des données scientifiques qui ont 25 ans. La réglementation DSA, elle remplace la réglementation e-commerce de 2003. La réglementation OGM, elle n'est même pas basée sur des études scientifiques. Aujourd'hui, elle est basée sur du vide. Peut-être. Total. Et aujourd'hui, tous les chercheurs vous disent, même ceux qui sont très sensibles au sujet du génétique, etc., on ne peut même pas faire d'essais au champ parce qu'on ne peut rien tester. Sauf qu'on est en été, là. On parle tous de sécheresse, on parle tous de protection des bassines. En fait, il n'y a aucune de corrélation qu'on fait entre le fait qu'on ne va pas pouvoir se nourrir de la même manière aujourd'hui qu'encore il y a 10 ans. Donc si on ne met pas ces réglementations à jour, et là on a vraiment un sujet de courage politique. Donc là, il faut pouvoir expliquer ça. D'abord, il faut le comprendre en tant qu'homme politique. Il faut être capable de l'expliquer. Et il faut avoir le courage de s'engager et de faire des tests. Et c'est peut-être ça la nouvelle manière de faire de la politique. C'est surtout pas de commencer à imposer des choses ou avoir des lois, comme le disait Mathieu, à son nom. Alors pour les OGM, la Commission européenne a trouvé la formule. Ils vont appeler ça les NGT. Oui. Donc ils changent le nom pour qu'on ait une nouvelle directive qui permettra effectivement pour repenser un peu l'agriculture aujourd'hui. C'est 99 ou 96, je ne sais plus. Donc on change le nom et comme ça on refait quelque chose de nouveau. Mais et ça fait 4 ans qu'on en parle. Ce que tu évoquais, André, on travaille pour une banque américaine sur inventer l'opérateur de marché de demain. Aujourd'hui, on utilise des capteurs, des mouchards sur les stations de travail pour mimer comment fonctionne un opérateur pour pouvoir demain robotiser complètement les salles de marché. Les algorithmes, ils n'ont pas de frontières. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas le faire en Europe parce qu'on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de mettre des mouchards comme ça, on n'a pas le droit de choper les mouvements des yeux, on n'a pas le droit de choper les mouvements du visage, etc. Donc ça, c'est en train d'être totalement automatisé. Et le jour où ces banques américaines maîtriseront totalement ce sujet-là, ils l'exporteront sans problème ici. Et nous, on n'a aucune banque européenne, j'ai bien aucune banque européenne qui travaille sur le début du sujet. Et donc, les algorithmes, ils n'ont pas de frontières, quoi. Ils n'ont pas de frontières. Donc, si à un moment donné... effectivement, le pire du pire, c'est qu'on a des groupes européens qui sont obligés de délocaliser eux-mêmes en Amérique du Nord ce qu'ils font. C'est quand même, on est quand même dans quelque chose de dramatique, quoi. Donc, je pense que l'exemple de Sanofi est très intéressant parce qu'on revient toujours sur le crédit impôt recherche en disant que c'est formidable, etc. Ça n'a pas empêché Sanofi, plein pot, d'investir massivement dans son nouveau centre de recherche à Boston, où les salaires sont les plus élevés, l'immobilier avec la Californie est le plus élevé, et bien c'est là qu'il faut être parce que c'est le cœur de l'innovation. C'est la pharma et la santé de demain. Après avoir viré il y a 10 ans, Chris Vibarer, le patron de l'époque qui leur disait c'est ça qu'il faut faire. Exactement. Donc ils ont simplement 10 ans de retard sur leurs investissements à Boston. Voilà. Absolument. Ouais, mais c'est parce que là, il y a le problème du prix d'accès aux médicaments aussi, et puis bien sûr. La capacité à conduire les essais cliniques, qui en plus, en ce moment, on a des petites difficultés à cause de la guerre en Ukraine, parce qu'en fait, on n'a plus de candidats aux essais cliniques qui sont d'ethnie blanc-caucasien. Donc on a un souci d'approvisionnement sur les essais cliniques là actuellement. Mais là, la problématique, c'est sur l'argumentation, c'est sur l'ensemble de la chaîne. Bon, tout ça est passionnant. Non, mais l'histoire, c'est justement Thomas Philippon dont je parle très régulièrement, qui dit c'est vraiment l'agriculture, c'était le cœur de la force européenne quand même. Voilà. Et c'est effectivement cette révolution qu'on est en train de totalement rater. Voilà. Est au cœur de tous les enjeux. C'est 25% au total des émissions. C'est au cœur de l'alimentation et de la santé de demain. Et c'est au cœur également de la géopolitique. L'agriculture va définir nos relations demain avec les grandes régions du monde.
Tiens, est-ce que tu sais ça? Je vais peut-être t'apprendre un truc. Combien de pays sont réellement en capacité d'exporter du blé? 8. Oui, j'aurais dit une poignée. 8. Ça dit tout. Et on en fait encore un petit peu partie, mais pour combien de temps? Mais ça dit tout de la puissance que ça donne à ces 8 pays. D'être réellement... Il y a plus d'exportateurs, mais réellement, allez voir la formidable interview de Sébastien Abyss qu'on a fait assez récemment, réellement en capacité d'exporter du blé, t'en as 8. Voilà. On a bien vu la façon dont on a dû à un moment quand même mettre un genou en terre devant la Russie pour que le blé puisse sortir d'Ukraine, voilà, etc. Oui, non, c'est Thomas Philippon qui se pose ces questions, mais ça va parfaitement dans votre sens. Pourquoi est-ce que Tesla n'est pas allemand? Voilà, l'industrie automobile, elle était là. Tesla aurait dû être allemand. Pourquoi est-ce qu'Amazon n'est pas français? La grande distribution, la puissance de la grande distribution aurait dû faire naître Amazon. Et il dit le prochain truc à côté duquel on va passer, c'est sans doute la révolution agricole. Ça donne... C'est à cause de Jack Lang. Avec le prix du livre. Avec le prix du livre. Mais à la limite, c'est pas idiot le prix unique du livre. Enfin, c'est pas notre sujet. Mais vous savez pourquoi on aime toujours les... Non, tu peux pas. Là, Mathieu, pour le coup, l'histoire de l'exception culturelle, puisque ça rentre dans tout ça. Dieu sait qu'on peut taper sur énormément de réglementations. Je sais pas si celle-là est pas une des plus intelligentes qu'on ait pu trouver. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est aujourd'hui la maîtrise de l'IA en français par les acteurs non français. Mais d'accord, mais bon. Donc ça donne quoi sur la nouvelle grammaire de la mondialisation? C'est-à-dire que c'est une course de vitesse? Oui, c'est une course de vitesse et d'agilité. C'est aussi une course au talent et à la création des écosystèmes. Mais surtout, ce qui me frappe, c'est que dans un monde où, en effet, les volumes d'échanges physiques, ils continuent à se développer, mais maintenant, il y a une démarcation par rapport à l'évolution de la croissance économique. Mais par contre, tu l'as évoqué juste avant, l'adoption et la viralité des technologies ne fait que s'accroître. Ouais. Donc, on est dans une séquence où ces technologies se déploient à une vitesse gigantesque, avec l'exception, par exemple, de la Chine qui a refusé de prendre les technologies pour les vaccins Covid, ce qui est aussi, ça prouve aussi qu'il y a quand même toujours des problèmes de doctrine qui sont à traiter. Mais c'est cette diffusion qui est extrêmement importante. Donc, évidemment, on l'a évoqué assez longtemps, la capacité d'un territoire donné à produire de la technologie est fondamentale, mais l'adopter est tout aussi important. Et donc, c'est pour ça qu'il faut éviter les débats stériles sur la souveraineté qui est associée. C'est-à-dire qu'en fait, il est aussi important d'adopter que d'utiliser. Donc il faut absolument se garder de... Mais en gros, quand on met 3 milliards dans une usine de semi-conducteurs, quand on met 1 milliard dans une usine de batteries, etc., on fait ce qu'il faut, là, à ce moment-là? On essaye d'être à l'échelle, évidemment, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais on essaye d'être à l'échelle. Mais au moins, on essaye de suivre le rythme. On est quand même loin du rythme nécessaire quand même, mais c'est le début. Et puis il faut penser la chaîne d'approvisionnement dans son ensemble, c'est-à-dire que la capacité à manufacturer c'est quelque chose d'important, mais la capacité à avoir la R&D, la capacité à pouvoir avoir les intrants, c'est aussi extrêmement important. Donc on ne peut pas penser qu'un élément de la chaîne de valeur. Et moi, mais oui, parce qu'on fait un fonds d'investissement français dans les métaux stratégiques. Non, mais moi je préfère qu'on... Donc on pense aussi aux intrants. Je pense parfaitement, c'est nécessaire. Après, il y a des effets d'échelle potentiellement, parce que là, pour le coup, parfois sur certaines technologies, c'est pas forcément un problème d'argent, mais là, sur des sujets comme cela, là, il y a quand même des capex qui sont extrêmement lourds. Donc là, on n'est pas juste sur de l'innovation de rupture, etc. C'est la mise à l'échelle. Ouais. Donc là, les moyens qui sont à penser, ils sont absolument considérables. Et puis, il y a des verrous aussi à traiter. Même si on a des nouvelles technologies pour faire l'extraction de minerais, il faut quand même une acceptabilité qui va avec. Donc l'acceptabilité, c'est la capacité d'avoir de l'espace physique pour pouvoir mettre les sites industriels ou pour pouvoir éventuellement forer. Même si, encore une fois, on a des technologies maintenant qui permettent de faire du souterrain, qui permettent d'être beaucoup plus économes en eau, etc. Mais ça, c'est le modèle un peu australien qui est en train de se déployer. André, la capacité de se projeter... En conclusion, parce qu'on est au bout, c'était passionnant. Permet d'éviter les à-coups, c'est-à-dire les à-coups entre le tout écologique et ensuite les coups de menton en disant « Ouh là là, il faut arrêter avec cette réglementation ». Le problème des à-coups, c'est qu'en fait, ça ne permet aucune stratégie sur le long terme. Donc cette prospective, elle est importante. Il faut que cette prospective, elle se diffuse à la fois chez les régulateurs, mais aussi dans la société. Là, je pense qu'il y a un rôle du politique. Moi, je pense effectivement que c'est bien qu'on crée des usines de batteries et des usines de semi-conducteurs, mais est-ce qu'on a pensé
à la vraiment bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on voit bien qu'on est aussi dans un monde où aucune position n'est aujourd'hui figée. Aucune. On le voit sur l'IA. Effectivement, malheureusement, sur l'IA, c'était une capacité de revenir en avant. Je rappelle, 2018, plan Villani. Donc, on avait quand même anticipé le côté important. Aucune des 10 nouvelles licornes, je ne suis pas un grand fan des licornes, n'est européenne, n'est même pas française, n'est européenne. Comment est-ce qu'on anticipe? Comment est-ce qu'on rebat les cartes? Moi, je suis plutôt convaincu sur une chose, c'est que, il y avait un rapport de Gérald Bronner sur le nouveau siècle des Lumières, l'honnête homme ou l'honnête femme, il faudrait dire aussi aujourd'hui, bien sûr, cette capacité d'avoir une compréhension de beaucoup de sujets, d'être sur l'interdisciplinarité, c'est quand même ce qui fait le ressort de notre système éducatif. Donc on a les forces, on a les germes, ce qu'il faut, c'est les faire éclore. C'est la création de la Sorbonne, hein, l'interdisciplinarité. Voilà, donc. Et c'est le monde d'aujourd'hui, c'est l'interdisciplinarité. Revenir aux origines. Merci les gars, et merci à vous de nous avoir suivis sur Bismarck.